Au fond, l'iceberg, c'est une petite partie qui est visible, qui sort de l'eau. Et sous l'eau, il peut y avoir un ensemble de besoins non exprimés. Puis là, à travers le comportement, c'est une stratégie, en fait. C'est peut-être une stratégie de survie, ça se peut-tu? Oui, c'est une stratégie d'adaptation. OK. Pour ça qu'on dit le comportement compensatoire. Ah, Il va tenter de compenser une difficulté ou de camoufler une difficulté. Bienvenue dans le balado au cœur du trouble développemental du langage. Le TDL, comme on l'appelle souvent, se manifeste par des difficultés importantes à acquérir et à utiliser le langage, ce qui complexifie la communication au quotidien. Il touche plus de 7% de la population, mais reste encore méconnu. Je m'appelle Elia Martineau d'Alloprof et avec José Lemay et Annie Saint-Amour de l'organisme TDL à Naudière, on vous guide, un épisode à la fois, pour mieux le comprendre et le connaître. On y va? Un enfant qui s'oppose, qui s'isole ou qui semble agité, agit pas toujours par provocation. Il y a souvent un message caché. Dans cet épisode, on explore les liens entre le TDL et le comportement et on vous donne aussi des trucs pour mieux comprendre ses besoins et répondre à ses difficultés le mieux possible. On dit souvent que le comportement, c'est une forme de communication. Annie, José, en quoi ça s'applique particulièrement aux jeunes qui ont un TDL? En fait, j'aurais envie de vous parler d'une étude qui a été faite par une psychologue, Marie-Julie Béliveau, qui a observé que chez 73% des enfants référés pour des troubles de comportement, eh bien, qu'il y avait en dessous de ces troubles un trouble de langage. C'est bon de se rappeler que le langage permet d'exprimer des choses, permet de répondre à des besoins. Que quand les mots sont pas là, c'est le comportement qui prend le dessus, c'est ça? Exactement. Et ces comportements-là peuvent être parfois adaptés, parfois plus ou moins adaptés. On pourrait dire que c'est un outil pour se faire comprendre. Il sert à quoi exactement, le comportement? Bien, en fait, le comportement a toujours une fonction. Il y en a plusieurs. Donc, demander quelque chose, on peut éviter une situation difficile. On peut exprimer aussi une émotion, colère, la peur, l'excitation. On peut aussi tenter de s'adapter, donc rétablir un déséquilibre, comme bouger, se décharger, reprendre le contrôle. Quand un enfant qui a une difficulté à se faire comprendre, ou à s'exprimer ou à comprendre les choses, ça se peut le comportement, comme tu dis, prend le relais. Fait qu'il y a comme un message caché que l'enfant envoie, puis que là, on a peut-être intérêt à décoder, si je comprends bien. Oui, il y en a certains qu'on observe davantage que d'autres. Ça peut être de l'opposition ou encore de la colère lorsque un enfant est mal compris. Ça peut être aussi de se retirer ou de ne pas s'impliquer ou de ne pas intégrer une conversation. Donc, il y a comme un mauvais message envoyé par l'enfant ou par la personne qui vit avec ces difficultés langagières. Ça me fait penser à l'image de l'iceberg. Dans le fond, le pic au-dessus de l'iceberg, c'est souvent le comportement qu'on observe. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer de la première observation? C'est souvent c'est ça, le comportement. Mais si on va plus loin, on pose des questions, on se permet d'évaluer, on peut mieux interpréter, en fait, la difficulté ou le besoin. Alors, ça nous permet de décoder le comportement. Au fond, l'iceberg, c'est une petite partie qui est visible, qui sort de l'eau. Et sous l'eau, il peut y avoir un ensemble de besoins non exprimés. Puis là, à travers le comportement, c'est une stratégie, en fait. C'est peut-être une stratégie de survie, ça se peut-tu? Oui, c'est une stratégie d'adaptation. OK. Pour ça qu'on dit le comportement compensatoire. Ah, Il va tenter de compenser une difficulté ou de camoufler une difficulté.
Qu'est-ce que c'est le comportement compensatoire exactement? Là, mettons que vous avez-vous des petits exemples pour rendre ça clair? Ah oui, Annie aime beaucoup ça, parler des comportements compensatoires. J'aime ça aussi. Il faut savoir que c'est inconscient. Souvent, l'enfant n'est pas conscient qu'il y a ce comportement-là et il va tenter de s'adapter, en fait, à un déséquilibre. Est-ce que vous avez des exemples de la vie de tous les jours d'un comportement compensatoire? Ça ressemble à quoi? Oui, bien sûr. Par exemple, un enfant qui tente de copier sur son voisin, ça se peut qu'il n'ait pas compris toutes les consignes et qu'il ne sait pas, dans le fond, où ils sont rendus. Alors, je regarde. Quelqu'un qui blague, qui est agité, qui est dans la lune, dans le fond, ça peut peut-être vouloir dire que il ne sait pas par où commencer son devoir. Quelqu'un qui ne pose pas de questions et qui est discret ou qui se retire d'un groupe, par exemple, ça se peut que ça ne va pas bien aussi. Il faut aller valider. Là, je trouve que vous êtes des pros, là. Vous êtes des experts, vous en avez vu beaucoup, des comportements compensatoires. Puis là, pour des parents qui sont peut-être un petit peu moins habitués, est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a comme une façon de faire qui pourrait leur être transmise là, pour les aider? En fait, on propose plusieurs étapes. La première étape, c'est de décrire l'observation que vous faites. Alors, en le décrivant, vous pouvez l'écrire ou vous pouvez vous le décrire à vous-même. C'est plus clair pour trouver c'est quoi la première observation, décrire le comportement, dans quelle situation et comment. La deuxième étape, ça serait de se questionner. Donc, il y a 2 aspects qu'on propose. Se questionner sur, est-ce que moi, quand je lui ai dit, par exemple, la consigne, est-ce que j'ai été claire? Est-ce que mes phrases étaient simples? Est-ce que c'est des mots que j'ai utilisés aussi qui est supposé de comprendre? Donc, c'est de se questionner sur notre langage, mais aussi ça serait de se poser la question, après tout ça, qu'est-ce que mon enfant peut tenter de camoufler? Ou est-ce qu'il essaie d'éviter quelque chose? Est-ce que c'est-tu lié à une consigne verbale? Est-ce que c'est toujours dans la même situation et quel type de situation que ça arrive? On est un peu comme un détective. Il faut plusieurs regards pour décoder ce qu'il y a derrière, pour aller valider. Donc, Annie, on peut dire que c'est en observant et en se questionnant que l'on ouvre une porte sur non pas seulement les comportements à corriger, mais sur une meilleure réponse aux besoins que tente d'exprimer notre enfant. Puis là, on peut s'ajuster. Tout à fait. Fait que là, on a pratiquement une méthode en 3 étapes. On observe, on questionne et on ajuste. C'est bien ça? Exactement. Oh, OK. Là, moi, j'ai envie de nous mettre dans le bain, de vous proposer des petits exercices. Je vous dis des situations et vous me dites qu'est-ce qui est à décoder puis comment est-ce que je peux ajuster mon intervention auprès du jeune. Ça vous va? Oui. Parfait. OK. Première situation, on est à la maison, on veut jouer à un jeu de société et là, ben notre jeune, il bougonne, il s'oppose, il dit c'est nul. Première étape, on observe quoi? Un refus de participer, il ne collabore pas ou il veut pas participer. Deuxième étape, on vient questionner. On vient questionner et là, on peut regarder est-ce qu'il y a beaucoup de consignes à respecter, beaucoup de règles à comprendre dans le jeu? Est-ce qu'il veut éviter, dans le fond, de s'exprimer à tour de rôle? Donc, se questionner aussi quand on utilise le jeu, ça peut nous donner d'autres indices. Troisième étape, maintenant, on veut s'ajuster. Oui, bien sûr. Et là, il y a plusieurs façons. Là. Jouer avec des jeux simples. Est-ce que l'enfant peut choisir le jeu? Est-ce que on peut voir le jeu seul ensemble, bien expliquer les règles, avec un soutien aussi visuel qui pourrait soutenir sa compréhension?
Donc, on pourrait dire dans cette situation-ci que le comportement compensatoire, puisque c'est de ça qu'on parle, qui est d'éviter une tâche langagière qui serait trop demandante pour lui, soit par le choix de jeu ou soit par le moment de la journée, par exemple. Mhm. OK, maintenant, autre situation, on est en classe à l'école et là, ben c'est l'enseignant qui doit transmettre une consigne qui est un peu difficile. Et là, ben les jeunes se mettent à la tâche, ils se rendent compte que le jeune, ben il est dans la lune, il est pas concentré, il fait pas ce qu'il faut. Première étape, on observe quoi? La première observation, il n'est pas concentré. Deuxième étape, on vient questionner. On vient questionner. On vient questionner sa compréhension. Est-ce qu'il sait par où commencer le travail? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes à faire? Donc, oui, on se questionne. Troisième étape, maintenant, on ajuste. On ajuste. Donc, pour les consignes, en fin de compte, on va lui expliquer. Est-ce que je peux aller le voir pour faire une consigne à la fois? Et donner des exemples. Mm-hmm. Donc, comme comportement compensatoire, ce que l'on observe actuellement, c'est que malgré que l'enfant ait la volonté de participer, ce qui apparaît, c'est d'être dans la lune ou encore d'être désintéressé pour éviter de démontrer ses difficultés ou de démontrer ce qu'il n'a pas compris. Mm-hmm. Autre situation, on est toujours à l'école, on est dans le gymnase et là, notre jeune, il y a un conflit avec un coéquipier. Première étape, on observe quoi? On observe le conflit. On observe que peut-être qu'il y a de la difficulté à gérer son conflit ou peut-être qu'il est en colère. Mm-hmm. Deuxième étape, on questionne. On se questionne. Est-ce que il a bien compris? Est-ce que les consignes ont été claires? Est-ce que il vit une injustice puis est incapable de s'exprimer? Mm-hmm. Et là, troisième étape, on vient s'ajuster. On vient s'ajuster, bien évidemment. Donc, on peut le prendre à part, on peut lui expliquer, on peut soutenir son incompréhension par un modèle. Est-ce qu'on peut regarder ton coéquipier à côté? Donc, oui, on peut s'ajuster. Toujours moyen. Donc, dans ce cas-ci, le comportement compensatoire serait peut-être de détourner l'attention sur son incompréhension ou sur le fait qu'il y avait beaucoup trop de consignes au même moment pour bien m'intégrer à l'activité, au jeu qui est proposé par le professeur, qui se traduit à ce moment-là, par exemple, par de la colère. Mm-hmm. Là, moi, ce que je remarque, c'est que on peut souvent voir de l'évitement, on peut parfois voir aussi que le jeune, il fait semblant, il essaie de détourner l'attention. J'imagine que c'est un peu des mécanismes pour se protéger son estime de lui. Faut aborder tout ça avec beaucoup de douceur, faut l'accompagner dans tout ça. Effectivement, et le mot, la phrase, c'est « il a besoin d'accompagnement ». Oui. Accompagnez-le. Donc, on observe, on peut reformuler, on simplifie et on respecte leur rythme. Et là, j'ai un petit exemple que j'aimerais donner, qu'il y a un professeur qui m'avait dit que ça fonctionnait vraiment bien, puis c'était vraiment intéressant de le dire parce que souvent, ces enfants-là, ils posent déjà à la base des questions et à la fin de la journée, ça lui peut-être que ça lui tente plus de poser cette question-là. Et donc, elle avait trouvé un beau truc. Le jeune, sur son bureau, il avait toujours un verre. Donc, quand le verre était à l'endroit, ça voulait dire qu'il comprenait. Et quand elle mettait le verre à l'envers sur son bureau, ça voulait dire qu'il y avait une question à son professeur. Et là, c'était un code. Un code secret. Un code J'adore. secret. Quand on reconnaît un comportement compensatoire et qu'on s'ajuste dans notre façon de faire, bien, on protège l'enfant. On lui permet de vivre des réussites et de se sentir compris et compétent. Et ça, c'est hyper important pour l'enfant.
Fait que ça aussi, c'est comme une belle une complicité à créer qui se fait dans la douceur, qui permet de l'accompagner vraiment bien sans toucher son estime de lui, en le protégeant, en le respectant. Donc, c'est des belles pistes. Oui, parce qu'on ne peut pas se cacher que parfois, les élèves en difficulté sont souvent ciblés et les autres élèves peuvent trouver ça parfois lourd, que ce soit toujours les mêmes questions, là, les questions qui reviennent régulièrement tout au long de la journée. Alors, d'avoir un code secret, ça évite de trop mettre l'accent, de trop stigmatiser l'élève en classe. Wow. Et là, ben, si on se trompe, en tant qu'intervenant, en tant que parent proche, on se trompe, on interprète mal, on réagit peut-être trop vite. Ça se peut-tu, ça? Ben, ça se peut. Puis c'est pas très grave parce que c'est humain de se tromper. C'est pas parce qu'on n'a pas eu la bonne réaction ou la bonne observation ou encore la bonne compréhension du comportement que c'est grave ou problématique. Bien au contraire. Parfois, il faut des répétitions pour bien comprendre notre enfant. On le comprend pas toujours à notre première observation. Puis, si jamais vous vous sentez perdu, là, ben même mon GPS recalcule la destination. Alors, moi aussi, je peux recalculer mon intervention parce que ça nous amène toujours là où ce qu'on a besoin d'aller. Au fond, je vous invite à faire le lien avec ce que la recherche de Mme Béliveau nous disait au début. Il est important de ne pas s'arrêter au premier comportement que l'on observe, mais de chercher à voir au-delà, de chercher à comprendre ce qui se cache derrière le message que tente de nous exprimer l'enfant. Ça résume tellement bien notre épisode parce que c'est ce que je retiens. En fait, hein, quand un enfant agit, ben il y a souvent un message derrière, il y a un message à décoder. Puis un enfant qui a un TDL, ben c'est parfois peut-être un petit peu plus difficile de connaître la source réelle de tout ça, autant pour lui que pour nous. Merci encore une fois pour vos trucs. Je retiens la méthode en 3 étapes. Je la mets dans ma poche parce que je pense que ça peut servir à tous. Et puis on se retrouve le prochain épisode. On vient aborder l'autonomie. On a envie de donner des astuces pour être capable de faire des transitions encore plus faciles avec notre jeune. Donc, à bientôt! Merci. Oui, merci. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le trouble développemental du langage. Je remercie Josée Lemay et Annie Saint-Amour pour leur générosité et tous leurs conseils. Si vous souhaitez en savoir plus, l'organisme TDL Lanaudière offre de nombreuses ressources et un soutien vraiment précieux. Visitez leur site web tdl-lanaudière.org ou encore consultez les articles sur le site d'Alloprof. On remercie notre partenaire, la Shop Studio, où le balado a été enregistré. Et nous, bien, on se retrouve au prochain épisode. Il n'existe pas de portrait type d'une personne vivant avec le trouble développemental du langage. Les manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre. Si vous croyez que votre enfant pourrait présenter un TDL, nous vous encourageons à consulter un spécialiste afin d'obtenir une évaluation et un accompagnement adapté à sa situation.